Jean Quérol est un écrivain qui a connu l'étrange privilège d'être né 2 fois. De sa première naissance, Jean Quérol n'a livré que cette phrase, toujours répétée: « Je suis né dans la ville de Bordeaux, aux Cerises, une année où il n'y avait pas de bon vin, paraît-il. » C'est aux Cerises à nouveau que Jean Quérol a croisé sa seconde naissance, sur le visage d'une mendiante, à son retour de déportation à Mauthausen. Voici ce qu'il écrit, ça se passe donc en 1945. En traversant par hasard le carrefour Sèvres-Babylone, j'ai vu un spectacle qui m'a navré. Je ne m'y attendais pas. Je devais rejoindre Odile au bon marché pour quelques achats, quand je suis tombé en plein square sur un groupe effrayant. Des hommes qui n'avaient plus d'âge s'étaient réunis et tenaient une sorte de conciliabule. Mais de plus près, je vis qu'ils contemplaient leurs mains pleines de cerises. Ils ne les mangeaient pas, mais les regardaient comme des fruits inconnus. Ces hommes, ce sont des déportés. Ces cerises, ce square, c'est vrai? Oui, il faut bien le dire que c'est moi. Vous savez, je me suis mis plusieurs fois dans le roman. Vous savez, comme autrefois, on mettait le donateur sur le côté, vous savez, d'un tableau. Alors, de temps en temps, comme ça, il y a le donateur, il y a moi. Alors là, c'est vrai. J'étais dans ce square en 1945 et j'étais avec des camarades. J'attendais mon départ pour le sud-ouest, pour revenir chez moi. On ne voulait pas nous laisser partir. Et il y a une clocharde qui est venue vers moi et qui m'a tendu dans ses mains, très très pauvre, 6 cerises, en me disant: c'est tout ce que je peux vous offrir. Ces 6 cerises, c'est un cerisier qui est toujours en fleurs en moi. Depuis les années 30 et ses premiers poèmes édités au Cahier du Sud, Jean Quérol approfondit une œuvre qui puise à des formes diverses: la poésie, le roman, le cinéma. Mais des Cerises de 1945 jusqu'aux années 60, cette œuvre s'est trouvée tragiquement en phase avec l'histoire, en révélant l'essence des âmes et des corps, telle que l'expérience concentrationnaire a pu les dévoiler. Quérol témoigne du branle-bas intérieur qui permet à l'homme de résister à ce qui le nie, sans moyens, sans réserve autre que les ressources de son esprit. Il ne faut pas oublier que c'est quelqu'un d'extraordinairement pudique. Alors, on le serait à moi, si je peux dire. Ce qui entraîne aussi qu'il a vécu ou survécu dans ce corps d'oiseau. Un corps de protection effrayé aussi. Joyeux et effrayé, tout le temps. Ce qui est étrange, c'est qu'il a pu continuer à chantonner. Peut-être que c'est pour ça qu'il y a une injustice à son égard. C'est que soit il aurait fallu qu'il mourût juste après, soit qu'il n'écrivit plus. Et bon, il y a eu cette espèce de ténacité à continuer, où on reconnaît un peu le caractère bordelais, qui est, à mon avis, quelque chose comme un art de vivre fanatique. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que c'est... je sais pas, le vin passe comme ça à travers tout. Chaque fragment biographique de la vie de Jean Quérol est contredit par un autre. En 1933, il se fait renvoyer d'un dépôt de la Marine nationale. On lui reproche d'avoir cité Paul Valéry dans une dissertation sur la natation après s'être déclaré analphabète. Ce qui ne l'empêche pas en 1939 d'être affecté au renseignement militaire avec une fonction d'officier. Alors, puisque l'écrivain a eu la politesse de ne confier de sa propre vie que son œuvre, voici quelques éléments d'une vie possible, à défaut d'être véridique. Il était une fois Jean Quérol, né dans la ville de Bordeaux, aux Cerises, deuxième fils d'une famille bourgeoise, où c'est avec fierté que l'on évoque l'arrière-arrière-grand-oncle qui avait mis sa belle culotte de satin noir pour recevoir Charles X dans sa corderie. Moins facile d'assumer l'héritage de personnalités plus libres, refoulées au fond de la mémoire familiale
comme ce grand-oncle, devenu sous le nom de Paulus un célèbre chanteur de café-concert, ami du général Boulanger. Un univers de romans à la Mauriac. Une vie dans une cage tapissée d'oreilles et d'yeux. La lecture y apparaît comme un luxe d'oisif ou de malade, aux limites de l'indécence. Lire, c'est être seul. La Première Guerre mondiale va porter un coup mortel à ce vieux monde. Les pères en reviennent irrémédiablement meurtris d'avoir dévisagé la mort. Laissés à eux-mêmes, les enfants de ce cauchemar en profitent pour retrouver une cruauté, une liberté qu'on avait voulu trop bien leur cacher. J'ai raté mes parents. J'ai attendu longtemps. Ils étaient déjà passés. La vie était en avance sur mon horaire. Alors je me suis dit que mes parents n'étaient pas les vrais. Mon père était un prince de Java. Il possédait des cavernes pleines de pierres. Il habitait dans un palais avec des cygnes. Et ma mère était une femme qui apprivoisait les singes en jouant sur un violon. Et la mer se calmait. Et les murailles s'effondraient au pincement des cordes. Tu ne peux pas être un enfant comme tout le monde. Je fus un enfant irascible et futile. La tendresse n'était pour moi que l'être morte. J'abandonnais aux rimes le besoin d'être utile. J'entendais l'avenir frapper jusqu'à ma porte. Bordeaux, je l'ai vu à travers Mauriac pour commencer. Puis je me suis peu à peu écarté de cette vision. Là-bas, je vivais dans un état de tension poétique insensée. Bordeaux était pour moi non pas cette ville de grands commerçants aristocratiques, mais une ville beaucoup plus mystérieuse, qui la nuit se transformait totalement, avec ses quais immenses bordés de cafés, d'espèces de palais et en même temps d'entrepôts, qui vendaient des épices très fortes, le cacao, la vanille, le rhum. Alors les quais étaient ouverts, maintenant ils sont tous fermés, avec des grilles, parce qu'on a peur, je pense, que des bateaux s'échappent. Les échos des mouvements littéraires parisiens sont arrivés à Bordeaux. La prose de Mauriac s'effiloche face à ces vers lus dans la Révolution surréaliste, derrière lesquels le jeune homme consent à disparaître. L'île de cristal où l'amour ressemble à l'angoisse éteinte, au sang de la cire, au deuil de l'été. En Europe, le langage commence à tutoyer la mort. La guerre d'Espagne effleure le poète un soir de concert de Pablo Casals à Bordeaux. Devant la foule des premiers émigrés espagnols qui attendent devant le grand théâtre, le maître réclame une chaise et joue, tard dans la nuit, accompagné par sa respiration rauque, la musique que réclame ce public pauvre mais enthousiaste. La nuit, les camions quittent Bordeaux vers l'Espagne en feu. La mort étend son règne autour d'une France désespérément aveugle. C'était une période très curieuse, la période de 38-39. Moi, je m'en souviens pas, je suis j'ai qu'une mémoire. Il n'y a pas de livre là-dessus. Je me regrette, mais il n'y a pas de livre sur 38-42, il n'y a rien du tout. Alors j'ai obligé de reconstituer à travers l'illustration, par exemple. Et alors j'ai vu de la publicité tout à fait folle, où par exemple en 40, on faisait la publicité pour partir dans le Grand Reich allemand avec les fameux trains allemands, c'est des choses comme ça. Ou partir à Montecatini pour prendre une cure thermale. Il y avait, si vous voulez, une folie de la paix, parce que les gens croyaient absolument à la paix en pleine guerre. Et alors il y a une chose tout à fait extraordinaire, c'est qu'on voit par exemple une image dans l'illustration très curieuse, où les Allemands cachent avec des toiles de tente de 30 mètres de haut la ligne Siegfried pour ne pas que les Français la voient. Moi je trouve ça tout à fait gentil, non ? 1940, les frères Quérol et leurs amis se lancent spontanément dans la résistance, comme la France était engagée dans la guerre, le sourire aux lèvres,
et la fleur au fusil. Très amusantes, ces croix de Lorraine en carton, jetées devant la commandante Tour, et que l'on va voir balayer. Très amusants, ces jeunes gens qui marchent d'un pas grotesque à côté des défilés allemands. Depuis les fenêtres de la chambre de commerce qu'il emploie comme bibliothécaire, Quérol observe aussi les mouvements des sous-marins sur la Garonne. Le premier dossier secret arrivant à Londres, dès août 1940, concerne l'activité du port de Bordeaux. Arrêté une première fois en mars et relâché sans preuve, Jean Quérol est arrêté de nouveau le 10 juin 1942, en même temps que son frère Pierre et qu'une soixantaine d'autres résistants. Enfermé pendant 10 mois à Fresnes, Quérol parvient à écrire et à faire sortir de prison, cachés dans des paquets de linge renvoyés à sa famille, des poèmes bientôt lus à Radio Alger. Écrit sur le mur, j'appartiens au silence, à l'ombre de ma voix, au mur nu de la foi, au pain dur de la France. J'appartiens au retour, à la porte fermée. Qui frappe dans la cour, qui fredonne la paix? L'aube nourrit la terre à la source du feu. J'appartiens au ciel bleu qui souffre sur la pierre. Malgré les interventions de Jean Paulhan, Aragon, Pierre-Emmanuel, Albert Béguin et de Drieux-La Rochelle, finissant sa lettre à Otto Betz par « Tristement vôtre », Jean Quérol est déporté à Mauthausen sous le régime Nacht und Nebel, nuit et brouillard. L'aide de Franz Kafka sera plus efficace. Quérol a lu La colonie pénitentiaire et retenu de précieux détails sur le concentrationnat, les ruses de ses bourreaux et les moyens de leur résister. Premièrement, bien se vêtir. Deuxièmement, ne jamais paraître misérable ou affligé. Troisièmement, conserver sa mémoire, ses mots. Quatrièmement, ne pas penser à l'avenir, ni à sa famille, ni à son logement. Cinquièmement, ne jamais jouer à l'absent. Je me suis aperçu qu'au moment où je pouvais mourir comme beaucoup de gens, je n'arrivais plus à retrouver les années de ma vie. J'ai essayé de tenir une espèce de bilan de mon existence, à le décrire, et je n'ai pas pu y arriver. Je me suis aperçu qu'au moment où véritablement on voulait mourir, c'est-à-dire avoir tous les siens autour de soi, toute sa vie pour mourir, parce qu'on doit mourir en entier, n'est-ce pas? Et il n'y avait plus rien. Et j'ai remarqué qu'autour de moi également, tous ceux qui étaient prisonniers avec moi, c'était la même chose, à tel point qu'ils étaient obligés, pour garder la mémoire, de faire même d'extraordinaires poèmes de 1500 vers dans lesquels ils exprimaient tout ce qu'ils avaient vécu, même les choses les plus simples, les plus quotidiennes, de leur famille, de leur foyer. Ils écrivaient des poèmes, des alexandrins, alors que véritablement, ils n'étaient pas doués pour ça. L'ordre nazi est aussi une affaire de langage et de mots d'ordre. La propreté, c'est la santé. Le travail, c'est la liberté. À chacun son dû. Un pouce est à mort et un SS non. Pour y résister, être habité des conseils de Kafka est insuffisant. Il s'agit pour Quérol d'habiter le langage. Les mots sont aussi des demeures, dit le titre d'un de ses recueils de poèmes. À Mauthausen, le groupe dans lequel vit Quérol s'organise pour que chacun puisse, un moment dans la journée, se réapproprier une part de sa vie passée. Mais c'est incroyablement résistant, un homme. Le corps brûlé de fatigue, l'esprit travaille. Les mains couvertes de pansements travaillent. On fabrique des cuillères, des marionnettes qu'on dissimule. Des monstres. Des boîtes. On réussit à écrire, à prendre des notes. À exercer sa mémoire avec des rêves. À l'image du corps du déporté qui puise dans ses ultimes ressources pour se maintenir dans la pénurie du camp, les poèmes de Jean Quérol sont pauvres en mots. Mais sa poésie en explore les limites, invente de nouvelles combinaisons, crée des images qui tendent vers une plénitude apaisée, inattendue dans de telles circonstances.
Salut, vrai bras de Dieu que vous fermez sur nous, croix triomphale dans l'écume du premier matin, mais dressée comme un jet d'eau pure, étamine de feu et d'or, voix unique de la vie. Essayez-la, cette croix, domptée comme un cheval sauvage, cette croix fascinée par les yeux bleus de la terre, elle palpite comme les ailes d'un oiseau. Ô croix de demain, déjà rugueuse, croix de demain, tachée de lignes argentées, croix de sel scintillant sur la moindre des plaies, croix de demain qui s'enfonce comme une épine, etc. Et donc, vous voyez comment le même objet, en l'occurrence la croix, est ambivalent dans le traitement même qui la concerne, dans cette seconde partie. Et ceci est tout à fait extraordinaire, évidemment. Qui reliera son propre nom gravé à ta tête? Salut, vraie croix de la tempête? Écoutez, toute becquetée par les oiseaux de proie. Alors, on ne saurait mieux dire de nouveau que ce système incessant de reprise, et quand je dis système, c'est pas artificiel, c'est le retour du même, c'est le retour de variations sur le même, et c'est toujours la même chose. Croix sinistre à la croisée des chemins. Croix à la croisée des chemins. On vient de lire son propre nom gravé à la tête. Et regardez maintenant, pour y lire son nom, qui se penchera vers toi? Et donc, un petit écart, une petite manipulation suffit pour changer complètement d'atmosphère, et ce sont les mêmes mots. Dans son étude sur les rêves concentrationnaires publiée en 1950, Querol précise les origines de ce jeu de miroir poétique entre le corps et les mots. La détresse corporelle s'adosse à l'imaginaire le plus riche pour permettre aux déportés de résister en sauvegardant une âme imprenable. Le déporté se réfugiait dans la dernière volute de son subconscient comme le Bernard l'ermite, à l'approche de l'ennemi, se retire au plus secret de sa coquille. C'était un camp dans le camp, mais avec tous les enchantements du songe et ses raffinements sans cesse déployés. Le déporté quittait le monde des rêves, faciles, simples, clairs, pour des images dont la somptuosité, l'éclat, la beauté me bouleversent encore aujourd'hui. Le sommeil était pour chacun de nous la preuve de sa non-déchéance, le positif de sa vie négative du jour. Le rêve, dans ce Fiat Nox, était comme l'amande que nul ne devait briser, où se cachait, immaculé, intact, le secret qui permit à certains de survivre, et une explication insolite de leur salut. Il aidait à enrayer le mal, on prenait tout aux prisonniers, mais il gardait l'essentiel. Le rêve fait chair. L'exil ne finissait qu'à la nuit. Un homme en ruine, aux bras trop longs, un homme laid comme un crachat qui se tenait autour du tronc, qui baisait l'écorce amère, qui luttait pour rester debout. Savez-vous ce que c'est que de rester debout, quand les jambes sont comme deux feuilles mortes, quand on est nu sous la boue? Savez-vous ce que c'est que de rester debout, alors que la mort est là, si près, à toucher la joue comme un lit bien chaud? Savez-vous ce que c'est qu'un homme qui reste debout, son regard de clou et qui ne crie pas de peur de lâcher? Ils sont déjà vivre la balle dans le fusil qui le tuera. L'oiseau a vu tout cela. Il n'y avait plus de ciel, il n'y avait plus de terre, il n'y avait qu'un homme qui glissait le long d'un tronc, seulement cela, avec des gestes d'amour. Un homme qui ne voulait pas tomber, un homme qui aimait bien les arbres et dont l'ombre aujourd'hui avait le poids de sa tombe. Je suis contre la poésie pour initier, enfin pour la poésie qui porte beau, si on peut dire, la poésie pour tout le monde. C'est ainsi que j'ai composé à Potager. J'ai reçu il y a 8 jours une lettre d'une jeune femme me disant maintenant que j'ai lu vos poèmes sur les pommes de terre, je peux éplucher mes pommes de terre convenablement. Enfin, je crois que c'est là la chose essentielle. Hein? Qu'est-ce que vous dites? Je parle de choses très sérieuses. Je dis que c'est un tubercule de la grâce, que c'est un frère franciscain, et tout ce qu'on peut imaginer. Il y a toutes sortes. Oui, mais évidemment, c'est ça. Comprenez, moi j'ai vécu tout de même dans des camps de concentration, j'ai vu que la pomme de terre était une chose sérieuse et très grave, et c'est pas quelque chose de dérisoire. Puisque Rimbaud en a parlé des pommes de terre dans ses poèmes, et qu'il a dit rime une version sur le mal des pommes de terre. Alors je peux même en parler, moi aussi. Enfin, je suis pas Rimbaud, mais enfin, je suis tout de même un admirateur de Rimbaud.
La façon que je voudrais faire, c'est une poésie habitable, vous comprenez? C'est une poésie, enfin, je voudrais essayer de faire du bon logement pour les gens. On fait maintenant de la reconstruction, n'est-ce pas, de la reconstruction active, et je crois qu'il faudrait faire... Il y a beaucoup de sans-logis en poésie, ça existe. Il faut remettre les gens à leur place, n'est-ce pas? Il faut leur donner l'impression qu'ils vivent à l'heure actuelle. Et on a l'impression que partout dans les romans, les gens ne participent pas à ce qu'ils font, vous comprenez? Aussi bien en politique qu'autre chose, mais je ne peux pas en parler. En 1947, en 3 semaines, Kérol écrit d'un jet sans relecture 2 courts textes. On vous parle et Les premiers jours. Réunis sous le titre « Je vivrai l'amour des autres », le roman obtient le prix Renaudot. Armand, le narrateur de « On vous parle », est un ancien déporté qui s'esquive devant le trou noir de son passé. Je restais toujours dans les généralités. Je remarquais que les gens se méfiaient quand on donnait trop de détails. Je n'avais plus qu'à déchirer mes souvenirs comme un vieux ticket qu'on retrouve. Tout était périmé. Armand est un homme qui a un besoin fou d'amour, inimaginable, désespéré même. Cet homme déraciné, en proie à l'inlassable indigence qui hante le monde, ne peut vivre que par les autres, et lui-même sait si bien parler pour les autres quand ceux-ci ne veulent pas connaître leurs propres tourments. Il est capable de se mêler intimement avec les choses, de se perdre dans un objet, de se suffire d'un reflet. Il appartient à une communauté aux abois, hâtive, saugrenue. On y soupçonne son meilleur ami. On y découvre un père meurtrier. Cette communauté compte sur la mort pour départager ses adversaires. L'homme y devient sauvage, informe. Tout le roman porte la marque, la griffe. On ne peut pas le tenir longtemps. Les épines y percent de partout. Armande, dans la noire, Armand, dans le feu qui prend, Gérard, dans le vent de la mémoire, François, dans l'espace d'une nuit, Catherine, dans le déménagement, Jean, dans la gaffe, Gaspard, dans les corps étrangers, Bernard, dans le froid du soleil. Pendant 20 ans, de roman en roman, Kérol reprend son nombre de personnages. Toute psychologie s'efface. S'élabore un univers de déréliction et d'émiettement, un espace labyrinthique des maisons impossibles, aux pièces bizarrement accouplées. Sur fond d'identité perdue, réduite à un seul prénom, ce personnage poursuit une quête indécise, à la recherche d'indices d'un crime dont il ne sait pas s'il en est la victime ou le coupable. Roland Barthes, le premier, souligne l'importance de la description des objets. Héritage de Kafka qui annonce cet ensemble hétéroclite de romanciers que Barthes rassemblera sous le nom de Nouveau Roman. Les descriptions des objets les plus usuels se déploient sur des chapitres entiers. Comme une cuillère ou une paire de chaussures ont conditionné la vie du déporté, les objets du romanesque lazaréen enchaînent l'homme à la vie. Le personnage se perd dans leur contemplation, en décrit soigneusement, méticuleusement, tous les modes possibles. L'objet est aussi ambigu. Sa familiarité peut éclater pour persuader d'un bonheur. Dans le même temps, il est trop près de l'homme pour ne pas contenir une terreur. Les romans de Kérol reprennent et développent les métamorphoses, autre héritage de l'œuvre de Kafka. Dans La Noire, Armande, écho féminin du Armand de On vous parle, s'épuise dans le souvenir d'un amour passé. Sa dérive l'amène régulièrement sur les bords d'un sombre étang. Plongée dans l'eau, Armande devient cette algue qui la frôle. Au début des années 60, Jean Kérol et Claude Durand réalisent le court-métrage Madame se meurt, adaptation de La Noire. La lumière s'y substitue au mot pour accompagner de ses variations la métamorphose. Je suis devenue sauvage avec le reste du jardin. Les plantes, les ombres sont folles de moi depuis que je les ai rejointes.
J'ai cassé lentement les vitres. Je suis passée enfin libre avec les graines et les semis. En face, le jour recommençait, si faible, et j'en fus éblouie comme si je voyais le jour pour la première fois. Je sens la fumée d'herbe, la résine. Je m'étire, je m'allonge, je m'infiltre dans le feuillage. J'épouse l'eau, le ciel, l'écorce brûlée. J'agrippe une branche. Doucement, je m'attache. Je m'abandonne à la ligature des lierres. Je me laisse étouffer. C'est maintenant la nuit la plus longue. En 1950, Jean Quérol esquisse les traits d'une littérature contemporaine de l'expérience à laquelle il essaie d'échapper depuis 5 ans. Lazare parmi nous développe une prose poésie qui reprend le dédoublement entre réel et imaginaire de la vie du déporté. Le merveilleux, le féerique conduit le réel, le subjugue, l'éblouit à tel point que le prisonnier ne s'aperçoit plus de sa condition. Nous retrouvons ce dédoublement de l'être lazaréen amplifié par ses rêves nocturnes. Cet être vit sur 2 plans distincts et pourtant reliés par un fil invisible, le plan de la terreur et le plan de l'exaltation, celui de la griserie et celui du détachement. Lazare parmi nous retrouve aussi l'exaspération des rêves concentrationnaires. Répétition continuelle des mêmes formules, état hypnotique des formes et des volumes, tension de la couleur, monde panique des objets. Alors donc c'est pas par hasard s'il a pris ça. Qu'il soit d'origine catholique, si on veut. Enfin, il a pris cette expérience-là qui consiste à dire qu'on pourrait sortir vivant de la mort. Bon, c'est pas moi qui le dis, c'est lui. C'est quand même une déclaration impressionnante. Alors à partir de là, vous voyez les choses différemment. Pas dans les mêmes proportions, dans les mêmes dimensions, dans la même sécurité. Voilà, c'est donc... ça peut se rapprocher de la nausée, si vous voulez. Enfin, voyons les grands livres, il y a Voyage au bout de la nuit, de Céline, qui engendre évidemment la nausée. L'exergue de la nausée de Céline, il ne faut pas l'oublier. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui monte là, dans ce siècle, à partir des années 30. Un voyage au bout de la nuit, la nausée, et je mettrais volontiers le Lazare de Quérol. C'est là qu'il faut le placer. La littérature lazaréenne ne fait pas seulement date dans l'histoire des lettres. Quérol a voulu que son travail permette de décrypter l'histoire française du demi-siècle, telle que le refus d'assumer les errements des années 40 l'a durablement affecté. Pour Quérol, cette autre histoire commence en 1945, avec les Américains ouvrant les portes de Mauthausen. Sitôt ouvertes, ces portes se refermaient sur ce peuple de zombies, sous le prétexte d'éviter la propagation des épidémies. Un acte symbolique qui sera suivi de beaucoup d'autres. On a longtemps dit que les déportés n'ont pas voulu témoigner de leur tragique aventure. On sait désormais qu'il n'en a rien été. Dans les premières années du retour, ils ont voulu témoigner en masse. On les en a rapidement dissuadés. Leurs contemporains n'étaient pas prêts à se reconnaître dans le terrible miroir tendu par les déportés. Au questionnement sur la nature humaine dont Primo Levi et Robert Antelme ont les premiers tenté l'exploration, on a préféré le faux procès d'une histoire, d'abord allemande, ensuite révolue. Quant aux survivants, condamnés à ne plus témoigner alors qu'ils avaient peut-être survécu pour cela, il ne resterait à développer que la culpabilité d'avoir survécu. Je ne sais pas si l'anecdote, c'est lui qui me l'a raconté, mais enfin bon, après les camps, il sonne à Bordeaux chez son père qui était médecin, je crois. Son père vient lui ouvrir et lui dit « Monsieur, qu'est-ce que vous désirez ?» Bon, voilà une anecdote qui dit tout.
D'articles en poèmes, de films en romans, Kérol dénonce la seconde condamnation du déporté, ce poids écrasant posé sur les épaules du petit nombre des survivants. Licht aus, Licht aus. Faites la nuit. Rentrez vos ombres. Rentrez dans vos ombres. C'est dans le sommeil qu'on met à jour un lendemain facile. Laissez passer le matin comme une eau qui coule par-dessus les ponts. Licht aus, Licht aus. Défaites la nuit, défoncez-la. Crochetez-la comme une porte de prison dont vos amis n'ont pas trouvé les clés. Vous ne m'avez laissé que des mots et je suis devenu froid. Comme la guerre après les armistices. Je ne peux plus me refermer sur moi. Je ne peux plus m'ouvrir à personne. Je ne suis plus à deviner. Une ombre et son écume. Vous n'avez jamais eu envie de me parler. Le concentrationnaire ne doit pas l'être à perpétuité, car chacun doit assumer sa part de cette condamnation imméritée subie dans la plus nue des solitudes. Tous ceux qui reviennent portent le poids de cette terrible méditation, et rares sont ceux qui ont pu s'en sortir sans laisser le meilleur d'eux-mêmes. Comment arriver à vivre ce qui nous était apparu pendant des années sous une forme hallucinante? Le message noir des camps n'est pas près de s'éteindre, et quelques-uns en devront vivre le mensonge et déchiffrer la signature sans cesse illisible pour tous ceux qui ne veulent plus être bourreaux ou victimes. Ce travail d'éveil ou de réveil des consciences, Kérol le prolonge en écrivant le commentaire de Nuit et brouillard, réalisé par Alain Resnais, commandé en 1955 pour la commémoration du 10e anniversaire de l'ouverture des camps. Il y a tous ceux qui n'y croyaient pas, ou seulement de temps en temps. Il y a nous qui regardons sincèrement ces ruines, comme si le vieux monstre concentrationnaire était mort sous les décombres, qui feignons de reprendre espoir devant cette image qui s'éloigne, comme si on guérissait de la peste concentrationnaire. Nous qui feignons de croire que tout cela est d'un seul temps et d'un seul pays, et qui ne pensons pas à regarder autour de nous, et qui n'entendons pas qu'on crie sans fin. Dix ans après la guerre, il est 40 ans trop tôt pour que l'État français reconnaisse que tout ça n'a pas pu se faire sans l'aide de la République. Alors, à la demande de la censure, ce gendarme montant la garde devant un camp de transit quelque part en France disparaîtra du film. En 1963, 8 années plus tard, Resnais et Kérol, de nouveau réunis, mettront en scène l'envers de la logique de cette censure. La France refoule son histoire des années 40 et s'aveugle sur l'indignité de son présent, la guerre d'Algérie et la torture. Les lèvres sont gonflées, pleines d'écume. On lui arrache ses vêtements. On essaie de l'asseoir sur une chaise. Elle retombe. Un bras est comme tordu. Il faut en finir. Même si elle avait voulu parler, elle n'aurait pas pu. Je m'y suis mis aussi. Muriel geignait en recevant les gifles. La paume de mes mains brûlait. Muriel avait les cheveux tout mouillés. Robert allume une cigarette. Il s'approche d'elle. Elle hurle. Alors son regard m'a fixé. Pourquoi moi? Pour montrer la fragilité des fondations de cette société et annoncer sa chute inéluctable, un ridicule immeuble suffirait. C'est comme cette histoire de maison qui glisse. Vous la connaissez, bien sûr. C'est cet immeuble haut sur pattes en forme de boîte à outils. Il y a eu l'esquisse, un avant-projet, des dessins d'exécution, 300 pages de quantitatif descriptif, et enfin les travaux commencèrent avec les 1000 pages du cahier des charges et le contrôle du Veritas ou du Securitas. Bref, l'immeuble a poussé. Tous les boutons de porte, tous les timbres sont en place.
La maison est prête, les vitres sont posées, mais elle glisse. Et la falaise recule. Alors, n'est-ce pas, on attend qu'elle tombe. Elle est neuve, elle est vide, et on attend qu'elle tombe. Ça ne fera pas de belles ruines. Un grand tas de grumeaux et de pics de fer rouillés. Pas une crémone à récupérer. Pas une crémone pour moi. La génération de 1968 saura très bien faire tomber la maison qui glisse. Siqueyrol l'a aimé passionnément, au point de dire à de nombreuses reprises, lui, l'ancien de Mauthausen, que ce mois de mai était l'événement le plus important de sa vie. C'est peut-être que s'annonçait le temps où il pourrait enfin revenir des camps, soit le temps où l'on entendrait, derrière les raccourcis de certains slogans, que c'est la police française qui l'avait arrêté puis livré aux Allemands au petit matin du 10 juin 1942. Le ciel a disparu entre les arbres manifestants. La tempête va passer par les trous de mon passé. Il faut que ma mémoire saigne à nouveau. Ici, Mauthausen vient réchauffer ses ombres engourdies depuis le temps qu'on erre, depuis le temps que je tire mes cadavres, depuis le temps que j'ouvre les portes de Gusen au public, et que je dessine des sexes morts et des prunelles météoriques et des tas d'ordures qui ne prendront feu que cette nuit. Depuis le temps que je nie la mort sur les hauts plateaux de la poésie et de la mer. Depuis le temps que je propose mes personnages pour des fins non édifiantes et des échanges de vues sur l'aménagement du bonheur et de la haine. Depuis le temps que je ne goûte plus à la gelée sur les cerises et que j'entends frapper à ma porte dès 6 heures, mais c'est le vendeur de journaux ou le bec jaune d'un merle conservateur. Depuis le temps que je n'ai plus le temps, je lis Gusen aux tempes blanches bien propres dans ses atours nazis qui vacillent comme une pile d'assiettes sur une ancienne table de dissection. Gusen de mes 20 ans. Alors de quoi suis-je fait ? Je n'ai jamais connu quelqu'un, qui aimait autant la jeunesse et qui détestait autant la vieillesse. Les gens qu'il aimait étaient tous jeunes, et les gens qu'il n'aimait pas étaient tous vieux. Il revenait d'un déjeuner Goncourt, il les appelait les vieux, il était plus vieux qu'eux, hein. Il les appelait les vieux. Les vieux ont encore fait une connerie, ou les vieux, cette fois, ont donné un bon prix Goncourt, mais il les appelait les vieux. Et parfois des vieux cons même. Mais c'est comme ça qu'il les appelait. Je pense pas, je sais pas comment on appelait Quérol au Goncourt, mais on l'appelait sûrement pas le vieux. On l'appelait peut-être le fou, on l'appelait peut-être l'emmerdeur, on l'appelait peut-être... mais on l'appelait pas le vieux. Cet amour de la jeunesse, allié à sa sensibilité aiguë, Quérol l'a cultivé aux éditions du Seuil, dès les années 50, pour devenir un des plus importants éditeurs de son temps. Avec la création de sa revue Écrire, somme de courts textes impubliables ailleurs, il a permis à une génération de développer des œuvres extrêmement diverses. Elle a un style aigu, Béatrice Mabilé, comme un diamant, c'est en point de diamant, oui. Continuellement, vous savez. C'est très dur. C'est très dur, c'est très cruel. Oui. Mais en même temps, il n'y a absolument rien de morbide, enfin, c'est une cruauté pure, enfin, oui. En même temps. C'est quelqu'un qui se défend contre la vie. Peut-être que la vie l'a blessé, je n'en sais rien. Oui, je crois que rien que pour ce texte, en tout cas, on doit lire, écrire. Il y a un autre grand texte en prose d'un homme, celui-ci qui s'appelle comment ? Sermez. Sermez, oui, c'est un pseudonyme, ça se voit bien, c'est le nom d'un village d'Île-de-France qu'on lui a donné, parce qu'il lui a donné son nom véritable. Là, c'est beaucoup plus élaboré, c'est un texte beaucoup plus travaillé, c'est une recherche technique beaucoup plus que les autres, vous comprenez ? Quel âge a-t-il ? Il doit avoir maintenant 22 ans. Et alors le troisième, c'est Jean Abraham qui a donné son texte, c'est un texte, le premier texte de 19 ans, il a maintenant 20 ans. C'est un texte alors qui est admirable en ce sens qu'on voit commencer un auteur. Ce texte-là, si vous voulez, c'est la pose d'un décor. Il est inachevé. Inachevé, bien sûr. Il n'a pas osé mettre des personnes humaines, des personnages. Il ne sait pas parce qu'il ne sait pas ce que c'est que la vie.
C'est merveilleux de voir quelqu'un qui marche, qui écrit en même temps que sa vie, n'est-ce pas, qui fait sa vie en même temps que l'écriture. C'est ça qui est très important. Oui. Il y a deux poètes aussi. Mais oui, parce que c'est pas une maladie honteuse, la oui, poésie. C'est vrai, c'est vrai. Il faut aussi la mettre, la poésie. Qui sont ces deux Il y a un veilleur de nuit qui écrit depuis 20 ans, 25 ans, n'est-ce pas, pendant la nuit. Je pense que les aubes n'arrivent pas assez vite. Elle a écrit des poèmes à la façon de Charles d'Orléans, cette espèce de chant continuel qu'il a en lui. C'est très beau parce qu'il ne sait pas trop ce qu'il fait, vous comprenez? Il publiait des gens aussi différents que Barthes et Decoing, Dorman et Solers, Denis Roche et Orsena, Visage et Christopher Frank. Enfin, la liste est très longue. Et il a toujours su, et ça il me l'a appris, s'adapter à l'auteur. Je crois que l'éditeur qui ne sait pas s'adapter à un auteur n'est pas un éditeur. Il devenait quelqu'un d'autre, tout en restant lui-même bien sûr, mais il devenait quelqu'un d'autre au contact de l'écrivain qu'il recevait et dont il s'occupait. Il était capable d'écrire à un auteur: votre manuscrit n'a aucun intérêt sauf la page 127. Pour cette page 127, revenez me voir, et vous deviendrez un écrivain un jour, et je vous publierai. Il avait cette patience de tourner toutes les pages, de lire toutes les pages d'un texte d'un inconnu, et de lui faire signe. Il envoyait des signes, il en envoie toujours d'ailleurs. C'est quelqu'un qui n'a jamais laissé tomber les gens. Depuis le tranchant de 68, Jean Quérol a quitté son bureau des éditions du Seuil, aux portes toujours battantes. Jean-Marc Roberts y a remplacé un temps. Retiré dans le Bordelais, Quérol poursuit une œuvre apaisée. Probablement continue-t-il cette discussion sans fin avec les oiseaux, qui a depuis toujours rythmé son œuvre. Et vous nous racontez tout à l'heure que dans votre jardin, il y avait une aventure. J'ai pas pu vous l'apporter. J'ai pas pu vous l'apporter. C'est un merle moqueur, comme dit la chanson, n'est-ce pas, qui est dans mon jardin. Et là, il chante une chanson qui a 8 notes depuis 4 jours. C'est na 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 na. C'est très joli. Où est-ce qu'il a appris ça? Je ne sais pas. Je ne vous a pas entendu. Je ne sais pas où il a entendu. Et là, dans mon jardin, il fait des mélodies avec ça. Et là, moi, je fais un duo. Et tous les matins, dans mon réveil, enfin, avec le merle moqueur, je chante avec lui. Vous n'avez pas de voisin? Il n'est pas de voisin, heureusement. Et la chanson de ce soir, d'où vient-elle? Vous écrivez beaucoup de chansons, vous-même? Oui, j'écris beaucoup de chansons, puis je les oublie. Enfin, j'aime bien oublier les chansons et les retrouver après. Mais celle-ci a été demandée par Pierre Court pour le Grand Prix de Paris. Et Maurice Jarre a fait la musique. Maurice Jarre, évidemment, c'est le compositeur du TNP, du Théâtre National Populaire. Et je suis très heureux d'avoir eu comme musicien et très joyeux d'avoir Michel Gréco. Bon, alors Michel Gréco va la créer. Allons-y gaiement. À quoi bon recommencer ce que tu n'as pas fini? À quoi bon, je suis pressé. Le regret est déjà servi. Nos saisons sont assaisonnées de vinaigre et de sentiments. T'as la goutte à l'œil, j'ai la goutte au nez. C'est le self-service des amants. À quoi bon se dévorer? J'avais tutoyé ta bouche. À quoi bon, j'ai souloué ce qui reste d'un cœur un peu louche. Vrai, c'est plus vieux dans mes raisons. On voit la couture de ma vie. T'as l'œil en goguette, j'ai l'œil en d'été. Passé mes 20 ans. À quoi bon ne plus s'aimer? Je suis fidèle à ton corps. À quoi bon, j'ai rôdaillé de tes bâbords à mes tribords. Il vaut mieux le mouillé de tes joues que le sec d'un vieux souvenir. T'as les mains glacées, j'ai une faim de loup. Dis bonjour, mon sourire.